On est mercredi, alors juste comme ça, tranquillement, le carnet. C'est une série que je fais régulièrement. Là, elle avait un peu reposé, mais il y a une grosse machine qui arrive, qui vous traverse la vie. On va reprendre quelque chose de plus régulier. Et dans ma tête, il y aurait presque une organisation hebdomadaire. C'est-à-dire, par exemple, mardi, atelier d'écriture. Et ben, le mercredi, une fois par semaine, ce serait ce petit point plus intime, plus carnet. J'appelle ça carnet privé. Pourquoi pas? Et en numérotant toujours chaque petite rubrique, ça me force à les faire un peu courtes. Et puis, quand je mets en ligne, je vous mets une sorte de table des matières. On pourrait avoir, sur le jeudi-vendredi, des lectures. J'ai envie de faire des lectures, mais si je les mets une fois par semaine, on dit « Waouh, là sa nouvelle vidéo, pourquoi il parle de ça ?» Pas intéressant, non. Mais si on sait que tous les jeudis, c'est un bouquin pris dans les trucs là qui viennent de paraître, eh ben, cette semaine, on va se parler de Hôtel du Brésil de Pierre Bergogneau. Mais justement, par la fréquence, on désamorce. Et puis ce que j'ai aussi envie de faire, pareil, il faut que je désamorce. Par exemple, en ce moment, je carbure beaucoup sur un vieux livre de Malcolm Lowry qui s'appelle En route pour l'île de Gabriola. En route pour Gabriola. Ben, on se pourrait en parler tous les jours, un petit rendez-vous. Vous êtes là, vous êtes pas là, c'est pas grave. Vous n'allez pas reprocher à France Culture d'avoir des émissions tous les jours, du matin au soir et même la nuit. Mais une chaîne vidéo d'auteur, ça pourrait être un petit peu ça. Vous avez envie qu'on soit ensemble, vous passez. Et bien envie aussi de remonter au créneau sur Lovecraft. Là. Il y en a plein, là, tout un rayon d'étagères avec des lectures un petit peu longues. Ben ça, l'instant Lovecraft, ce sera le lundi. Puis moi, si je me dis, tu l'enregistres quand tu veux, mais c'est le lundi que tu le mets en ligne. Ce sera aussi rendez-vous. Il me reste quoi? Ben, les petites balades, les petits vlogs quand ça va dehors, et puis comment on glisse vers la fiction. C'est pas facile de glisser vers la fiction. J'ai des copains qui y arrivent. Gwen Doniol, Michel Brosseau essaye aussi de faire ce petit décalage du réel. Moi, je veux pas lâcher. Ah ben, on sait que le rendez-vous du week-end, ça peut être le service de presse. Par exemple, là, samedi, il y en aura un, mais quelque chose qui dérive plus vers fable, fiction, et mon copain Jean Barbin, des fois, qui sonne. Mais cette idée de quelque chose de régulier, bien sûr, j'y arriverai pas tout le temps, il y a toujours les voyages, les contraintes. Là, j'ai un boulot, mais c'est pas la question du boulot qui est énorme, c'est la question que ces machins de bureaucratie, le mal que j'ai à les faire. Bah, pourtant, faut bien que je m'y colle. Mais là, ce matin, c'est ça encore. Allez, tu te fais ton petit journal. Et puis après, c'était le point 1010 dans mon compte. Et on passe au 1011. Alors, vous savez quel est l'avantage quand on raconte des trucs un peu privés comme ça, c'est qu'on se peut prendre les emails. Alors, j'ai toujours une grande attention aux étudiants qui viennent avec des demandes pour des mémoires. Des fois, c'est pas très... C'est juste une espèce de quiz. Que pensez-vous du livre numérique? Le livre numérique, tu l'as appelé à remplacer le livre papier. Bon, dans ce cas-là... D'autres fois, c'est plus fin, surtout quand ils travaillent avec des gens qu'on estime. Mais là, c'est un drôle de message. Je travaille... Alors, attendez. Sur Merde, je savais que j'allais louper. Il faut mettre le i. L'autoritativité. Je travaille sur l'autoritativité. Eh bien, quand j'ai dit ça sur Twitter, qu'est-ce que c'est ce machin? Évidemment, les mêmes gens que j'estime m'ont donné des références. Il y avait eu une thèse là-dessus, il y a même un truc sur Wikipédia, des trucs. Alors évidemment, ça remonte. Quoi, t'as pas lu Kant? Eh ben si, le truc sur le livre de Kant, je sais bien que c'est fondamental. Donc comment une hiérarchie régulatrice s'installe qui, historiquement, est devenu le rôle des éditeurs, ce qui n'était pas le cas autrefois. Mais désormais, depuis en tout cas une cinquantaine d'années, ce rôle de hiérarchisation par les éditeurs, c'est une autorité qui précède celle de l'auteur, et c'est pourtant dans l'étymologie du terme auteur, et pour les universitaires c'est un petit peu différent, c'est la validation par les pairs et tous ces machins. Des grands-messes, on va reparler des grands-messes universitaires.
Mais moi, autoritativité, c'était ça. C'est-à-dire la question, c'était une belle question sans doute de quelqu'un qui fait un chouette travail. Et d'ailleurs, moi, c'est un petit peu ma stratégie. C'est-à-dire d'abord, tu fais binge, puis après, tu vois s'ils insistent, s'ils remontent à l'assaut. Bon, là, elle n'est pas remontée à l'assaut, donc de toute façon, c'est dire, est-ce que le livre numérique vous a permis de vous émanciper de l'autorité des éditeurs? Et là, j'ai tiqué. C'est-à-dire, pour moi, la rencontre des éditeurs, Jérôme Lindon, ensuite Bobillier, ensuite Olivier Bétourné, voilà, maintenant il n'y a plus. Mais ça n'a jamais été une inféodation. Ça a toujours été Lindon, et cette espèce d'élégance, d'arrogance, c'est toujours vous faites ce que vous voulez. De toute façon, Beckett ne me poserait jamais cette question. Alors, j'ai jamais senti que le dialogue ou même l'affrontement ou la distension avec l'éditeur pouvait être une sorte de s'inscrire dans une légitimation ou une autorité. Je pense que c'est pareil avec Bobillier qu'avec Lindon. C'était se dire on est ensemble dans un combat sociétal ou dans un contexte sociétal où on est dans la même position d'indiscipline, de résistance, de pousser pour que on mette une case à côté, puis que tout d'un coup l'autre truc grimpe en déséquilibre. Donc le numérique, pour moi, franchement, a rien changé. Alors, oui, du point de vue de la légitimation, ça compte. Moi, je travaille maintenant tiers livre éditeur. Bon, je n'ai pas d'articles dans les journaux, je ne suis pas invité à la radio, etc., etc., etc. Mais est-ce que c'est vrai? Autoritativité? Non, pas envie de l'entrer dans cette langue de bois. Allez, j'insiste pas. Travailler sur ce concept d'autoritativité, ça peut être vachement important. Comment le contexte numérique nous émancipe de toute autorité. Je crois que ça fait déjà 2012. Alors là, c'était un email. Il y a 6-7 mois, c'était un truc, je l'ai pris vachement bien. La vice-présidente de l'université de Bordeaux qui m'informe que chaque année, au mois de septembre, il y a une conférence inaugurale de l'année universitaire et qu'on me sollicitait pour ça. J'étais un petit peu surpris, mais ça m'a franchement touché. Et puis, sur ces questions de mutation numérique de l'écrit, ouais, franchement, il y a de quoi dire et de quoi faire, et en quoi, justement, ça touche ce champ transdisciplinaire. Et moi, à l'université de Bordeaux, j'en ai un grand souvenir. C'était l'année de prison, 1997-1998. Et justement, le matin, j'étais une résidence à la fac de sciences. Cette transversalité, finalement, peut-être 2 ou 3 fois dans votre vie, vous avez la possibilité de l'explorer. Alors j'ai dit oui. Puis plus de nouvelles. J'avais mis ça à une date vers début septembre, mais je pensais que c'était tombé à l'eau. Et là, le truc revient. Et alors, ce sera le 11 septembre, etc., etc. Et puis, et bien sûr, nous viendrons vous chercher à la gare. Alors, quand vous voyez un détail comme « nous viendrons vous chercher à la gare », il y a des petites alertes qui s'allument. Donc, répondez, bien sûr, pas disponibilité, très touché. Cependant, peut-être pourriez-vous m'indiquer les conditions de rémunération ? Et là, boum, mail par retour. Mais l'an dernier, c'est Patrick Boucheron, il est venu gracieusement. Ouais, mais Patrick Boucheron, avec tout le respect et la dette même que je lui dois, heureusement qu'il y en a des intellos qui se démènent le fion un petit peu comme ça. Eh ben, il est quand même au Collège de France. Donc je crois que le Collège de France assume peut-être qu'ils viennent, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, faire cette conférence à l'université de Bordeaux. Et là, ça continue. Alors, déjà, on me fait sentir que la demande est un peu déplacée. On dit que l'université peut toutefois vous rémunérer 150 €. Alors là, mais on n'en est plus là, quoi, les gars. C'est-à-dire 150 €, mais j'ai combien de matos dans mon sac quand je vais vous faire la conférence? J'ai combien de mois derrière? Et c'est la conférence inaugurale, donc je suis sûr qu'après, il y a un traiteur. Et le traiteur, qu'est-ce que vous avez pour 150 € chez un traiteur? Je suis sûr que la facture, elle est à 800. Puis bon, moi j'ai quand même eu des invitations
un peu plus réglo. Donc je dis à la dame, ben, souvent, ce qui est pratiqué, c'est entre 650 et 900. Puis gentiment, je lui dis, mais si vous voulez, je veux bien baisser 450, pourquoi pas. Mais après, ça heurte, quoi. Et alors là, silence radio, 5 jours, puis un truc à... nous sommes déplacés... Ah, nous sommes désolés que cette question ait pris un tour si mal plaisant, et donc nous laissons tomber cette invitation. Alors moi, franchement, les mecs, c'est pas la question de la thune et du respect, mais en même temps, quelque chose, les valeurs réciproques, quoi. C'est-à-dire combien à la présidence de l'université d'une grosse fac comme Bordeaux, c'est quoi leur salaire à ces gens? Bon, et à un moment donné, on va pas entrer dans le détail de ça. Moi, ce qui m'aurait... Bon, faire du business ou pas, business, ça marche ou ça marche pas, ça peut faire. Mais non, pas pour 150 euros, les mecs. Même la charte des auteurs jeunesse, elle est à 230 ou 240. Et attention, quand je dis charte des auteurs jeunesse, je suis pas un auteur jeunesse. Il s'agit de quelque chose de magnifique, d'aller dans les classes. Le CNL, maintenant, pour financer une manifestation littéraire, eh bien, toute participation au débat, il y a là encore des honoraires, un salaire. C'est 230, pas 150, les mecs. Mais surtout, c'est la politesse. C'est-à-dire, mais pour qui vous vous prenez pour demander salaire? Boucheron ne demande pas salaire. Là, tout d'un coup, ça marche plus. Puis après, pendant 5 jours, et puis on vous envoie chier, quoi. Tout ça leur sort, cette arrogance. Même dans un système aussi verticalement médiéval que l'université française, avec ses qualifications, ses recrutements biaisés, ses momifications par les plans de carrière. Enfin bon, allez, tant mieux. Nous, on joue dans un autre pays et c'est très bien. Je passe au point suivant, c'est 1013. 1013, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé ce matin, c'était pas prévu pour le journal. Je cherchais le nom d'un gars, c'est pas que j'avais oublié, mais j'hésitais un petit peu pour retrouver le nom de son site. Et comme toujours, c'est ce truc. Alors, est-ce que le combat contre la mémoire immédiate, il faut que je retrouve le nom du mec, et puis il va bien me revenir peut-être tout à l'heure en faisant les courses. Ou alors je me dis, tiens, je vais regarder dans le répertoire de mes emails. Et j'ouvre le répertoire d'Outlook, et là tout d'un coup je me dis, putain, mais il y a des mois que je me suis pas servi du répertoire d'adresse de Outlook. Puis je commence à le faire défiler par ordre alphabétique. Là je m'aperçois qu'il y avait des morts d'il y a peu de temps, la semaine dernière, des morts d'il y a bien plus longtemps. Alors je dis, toujours ce réflexe, dire que la trace d'un nom, même si c'est dans une base de données, si c'est le nom d'un mort, c'est pas l'honorer. Donc je commence, Philippe Ramy, bye folk, je t'enverrai plus d'emails. Mais il y en avait beaucoup, comme ça, beaucoup plus que je croyais. Bon, ça va assez vite, je crois qu'il doit y avoir 400-500 noms dans mon truc. Et puis, il y avait une autre catégorie de gens, c'est parfois des noms que j'avais totalement oubliés. C'est-à-dire que je ne retrouvais pas le contexte dans lequel on a pu échanger. Bon, alors là, c'est pareil, je les enlevais, mais je ne m'en faisais pas un trouble. C'est-à-dire, autant j'ai un problème de mémoire de visage, c'est familial, je pense que c'est aussi le temps qu'il a fallu pour corriger la myopie, etc. Autant la mémoire des textes, autant la mémoire des échanges conversationnels, des échanges de courriers, ça c'est une espèce de surmémorisation chez les gens dans mon genre. C'est pas forcément facile d'ailleurs à vivre avec. Donc bon, ceux-là je les enlevais. Après je tombais aussi sur des catégories de gens, bon, ça on avait plus frité à tel moment, ou ce que j'aime pas du tout ce qu'ils font en général, ou des gens que j'aime pas beaucoup. Donc je dis, attends, ceux-là je vais pas les garder dans mon ordi, ça leur faire trop d'honneur que de les laisser dans mon répertoire. Et puis il y avait aussi des gens pour lesquels il y avait une grande estime, mais ce qui était bizarre, c'est de dire à tel moment, vers 2002, vers 2008, même plus tôt, puisque le répertoire email, ça date de 1996, les premières racines. C'était Martin Winkler, Marc Safran, mon premier contact, et il y est toujours. Jacques Roubaud aussi, il y est toujours.
dans les plus anciens quoi, du répertoire May qui a suivi comme ça d'année en année. Au départ, c'était juste un petit calepin sur le Mac. Je ne sais même plus comment il s'appelait ce petit calepin. Longtemps ça. Et ben, on a pu avoir quelque chose de très dense, être dans une action complète, ces trucs croisés, même le temps qu'on passe à côté du boulot même, et puis hop, au revoir. Puis après, finalement, arriver à se dire, mais pourquoi je me sers plus jamais de ce répertoire ? C'est-à-dire, avant, on avait ce truc comme un carnet d'adresses transplanté, mais maintenant, si on fait un mail, d'abord, il y a une reconnaissance automatique, c'est-à-dire je mets en sujet le prénom, tchoc, ça m'envoie les 2-3 adresses dont je dispose, ou alors j'ai la case recherche tout en haut, parce que c'est recherché dans le dossier actif, recherché dans tous les dossiers, et puis donc l'habitude de la base de données, c'est-à-dire ce qu'on effectue par le geste, par la main, dans la base de données, remplace justement la connaissance analogique au répertoire par laquelle on fonctionnait plus tôt. En gros, c'était juste ça. Comment finalement on intériorise le concept même de base de données et que répertoire, plus besoin. Juste par exemple, est-ce que celui-ci, je l'avais contacté par WhatsApp ou par Messenger ou par mail, ou bien comme encore hier soir, quelqu'un qui m'envoie un message WhatsApp. Je suis très content, je lui dis attends, je te réponds, mais j'ai trop bien, je t'envoie par mail. Point suivant, 2014. Ah ouais, alors c'est simple, c'est-à-dire j'ai mis la caméra, j'ai mis à hauteur d'oreille, on est en position journal, donc finalement contexte neutre, au-dessus il y a le bouquin sur les Rolling Stones, puis il y a l'ordi. J'aime bien que l'ordi soit présent, c'est-à-dire c'est du travail à la table. Il y a le bouquin de Jolie, j'ai un truc Stein parce qu'il prépare un petit stage, on en reparlera. Et puis Mathieu Dupérex, j'avais juste ébauché, mais je suis toujours en train d'avancer. C'est un livre dur, difficile, qui se lit, qui met du temps. C'est-à-dire, Mathieu, vous savez, le site urbain, non urbain, travaillait en superposant le delta du Mississippi en Louisiane et le delta du Rhône à Marseille, Camargue. Et comment appréhender l'activité humaine dans une méta-histoire, dans une longue histoire du rapport homme-nature, et qu'est-ce que ça nous induit pour penser différemment aujourd'hui l'amplification, dans le cadre de l'Anthropocène, encore qu'il utilise finalement peu le mot. Mais lui, il fait ça à partir de balades, de micro-expériences. Il est là devant Fos-sur-Mer, devant juste un coin avec un lampadaire, un grillage, etc. Bon, voilà ce qu'il y a sur ma table de travail. C'est plus pour les autres vidéos, où souvent, je suis là, j'ai fait le récit image, et puis le récit image, se dire... là j'ai fait par exemple pour le Louvre, j'ai dit bon allez, je laisse défiler en mode muet, je prends mon micro et j'enregistre une voix off et je la colle. Ou alors j'ai fait ça, là je sais plus, c'était sur cette lecture de Wilhelm Flusser avec ces types qui étaient en train de nettoyer le grand cèdre des Beaux-Arts à Tours. Je dis bon, je veux lire ce texte, le fil c'est le texte, donc je le lis mais avec micro, je sais pas s'il est dans le champ, attention ça va faire du bruit, hop là. Il y a toujours des gens qui me disent on en a marre de voir ton micro dans le champ, mais je l'aime bien, ça fait partie de cette espèce de triangulation qui fait que on est ensemble là dans le temps que ça dure, ça matérialise l'instance de la parole. Donc pour Flusser, j'ai mis la caméra, le micro et finalement je superpose les images de l'arbre, et puisque c'était le thème du texte, et les images de moi lisant. Il y a aussi, ça j'ai fait ça là, c'était cette vidéo sur vider mon casier, Sergi. Tu viens de passer 6 ans de ta vie dans quelque chose d'extrêmement intense, 2 jours sur place, mais ça occupe bien plus que les mails, les échanges, la tension des relations humaines, disons, qui sont impliquées là-dedans, plus les préparations, les ateliers, les réflexions sur tout ça. Bon, vider ce brave casier dans un sac de supermarché, c'était un geste très très symbolique. Puis se dire, est-ce que j'enregistre une voix off ou est-ce que je mets un sous-titre ? Alors, c'est bizarre, c'est qu'aucune de ces solutions n'est satisfaisante. Et dans le cinéma, évidemment, il y a toutes les stratégies. Un film peut être muet, j'ai fait, par exemple, je me souviens, c'était le jour où j'ai fait un
petit plan fixe dans le cimetière, une suite de plans fixes dans le cimetière d'Edgar Poe. Bon, j'ai rien mis, pas de titre, pas de parole, c'était la tombe d'Edgar Poe. Mallarmé l'a déjà fait, le tombeau. Alors ça, je sais aussi qu'il faut qu'on le remette constamment en travail. C'est-à-dire, on peut accepter la voix off si vraiment il n'y a rien d'autre et qu'on s'y accroche comme à une corde de sauvetage. Là, il faut que j'aille à la poste, je vais avoir un petit micro-cravate. Je vais essayer ça aussi avec un tout petit HF sur le truc, et puis parler à distance. Bon, il faut avancer sur ces trucs-là. Allez, point suivant, même si là, j'ai rien réglé. Le deux disques durs, celui de vidéo et celui de Time Machine. Vous les faites, vous, vos sauvegardes Time Machine? Attention, hein. Ensuite, tu débranches ton écran. Là, je vais le faire. Là, je vais le faire. Je vais tout ça. Et je peux prendre une petite machine. C'est compliqué, ces histoires d'outils nomades, c'est-à-dire le fait même, l'attention qu'on met à débrancher les câbles, des fois ça vous induit à rester à la table alors que la position assise c'est pas terrible. J'alterne avec des positions debout sur le petit pupitre, mais que cette connivence qu'on peut avoir, j'ai même un ordi plus petit, mais le clavier marche pas. Donc finalement j'ai toujours le même ordi, tout ce qui chauffe. Dans mes petites perspectives carnet, il y aurait aussi continuer de parler de mes outils, comment on travaille chacun de nous avec ses propres pistes. Moi, c'est ce logiciel qui s'appelle Ulysses. Mais on a le temps, d'où l'avantage de le faire une fois par semaine. On n'est pas forcément tout dire à chaque fois. Ouais, on était à Montréal et Marcello Vitali Rosati et puis ses copains, ils avaient décidé qu'on ne ferait pas de colloque façon traditionnelle. Ça, moi, j'étais déjà en train de préparer mon intervention, ma conférence. Maintenant, mon gars, on va être 3 jours ensemble et puis on bosse, puis on voit où ça nous emmène. C'est pas si facile que ça, parce que vous avez un petit groupe de 5-6. Il y en avait une, elle voulait pas que je photographie avec ma GoPro, donc je faisais gaffe, je prends jamais. Puis après, elle met son sandwich à 20 cm de mon ordi. Ça, j'aime pas qu'on mette de la bouffe ou du garbage, take your garbage off, donc c'était pas toujours très fastoche, mais je pense qu'on y est tous, chacun trouver notre compte. Et donc, puisque j'avais ce truc qu'on ne demandait pas d'intervention, j'avais rédigé plein de questions. J'avais pris tous les noms que je connaissais et j'avais écrit je peux vous poser une question? À Marcello Vitali Rosati, qu'est-ce qui te manque le plus de l'Italie? À Marie Martel, est-ce qu'inventer une bibliothèque c'est écrire? À Craig Dworkin, why are you not on Facebook? À Nick Fasten, if you do erase anything, what's left behind? Ça, c'est une vidéo que j'ai toujours à faire. Ce mec, il a pris le livre à venir de Maurice Blanchot et puis il a publié un livre où il ne garde que ses propres annotations et soulignements. Donc le texte de Blanchot était complètement gommé. Mais ça, on reparle vite de Nick Thurston. Gérard Wormser, les auteurs non Internet ont-ils choisi de mourir? À Yann Saintonge, qu'est-ce qui t'a le plus dérangé de toutes tes expériences poétiques? C'est un performeur, Yann. Dennis Nelson, qu'est-ce qu'être de son époque? What does it mean to be in tune with one's time? Patrick Châtelier, n'est-ce pas un risque que disparaître dans sa propre fiction? À Lionel Ruffel, avais-tu un livre dans l'avion? À Nicolas Sauré, de quoi te souviens-tu de Compiègne? À Servan-Monjour, de quoi te souviendras-tu du Québec? J'explique pas. À Enrico Marquez, qu'est-ce qu'il te manque dans la littérature contemporaine? À Michael Nardon, un son est-il vraiment moins pérenne qu'un texte parce que plus fugitif? À Sébastien Thierry, qu'est-ce que la responsabilité politique? À Benoît Bordelot, est-ce qu'Hochelaga est la terre entière? Benoît a fait un livre sur un quartier de Montréal qui s'appelle Hochelaga. Et du coup, j'avais écrit, et j'ai retrouvé cette page avant-hier. Tu vois, c'est bizarre que j'avais écrit ça. Je l'avais gommé, en fait, dans la tête. Question à moi-même. De quoi je fais le deuil en publiant numérique? De quoi je fais le deuil avec des livres distribués sans régulation éditoriale? Tiens, l'autoritativité qui revient. Est-ce que je suis sûr que je me concentre autant sur ce que j'écris si tous mes usages de lecture ont migré de façon dominante sur le web? Quand je cesse d'écrire sur un texte le mot roman,
De quoi je me sépare? Les poètes ont-ils moins ce problème? C'est étrange ce qu'on écrit dans un ordi. Et puis, tenez, regardez, on va faire ça. Je prends le truc, double-clic droit, et puis je fais placer dans la corbeille. La page a disparu. Il restera juste ça. Ça y est, on est presque au bout. C'est bien Ulysses pour tous ces trucs. Je voulais finir sur quoi? Finir sur ma jambe de bois. Elle n'était pas en bois, elle était en plastique. Et c'est pareil, je l'avais total oublié. Et puis hier, dans le garage, en cherchant des sandales, parce qu'il fait chaud ces temps-ci, je retombe sur cet outil, qui n'est pas dans le genre sandales. Et comme elle est usée, elle a été râpée jusque-là. Et qu'est-ce qu'il a râpé? Les rues de San Francisco. Eh bien, c'était il y a pile 1 an, quand je m'étais pété le tendon d'Achille dans mon amphi à Cergy. Je crois que c'était important. Je crois que c'est la première fois de ma vie où j'avais été vraiment dans une espèce d'incapacité pendant 1 mois sans bouger ici. Et puis finalement, la concentration, est-ce qu'elle a changé? La lecture, je faisais mes vidéos, on voyait pas que j'avais la patte en bois. Et puis ensuite, on me met cette botte de marche. C'était génial, c'était dans l'avion, parce que vous avez le droit au truc d'access, là même à la douane, vous tracez, vous passez. Et puis ensuite, au départ, je me souviens à Los Angeles, qu'est-ce que c'était dur, faire 10 mètres, faire 20 mètres avec ces 2 béquilles, que c'était lourd. Puis après, San Francisco, petit à petit, à chaque fois que ça récupérait un peu, je commençais à l'enlever le soir et tout ça. Et juste ça, se dire, pourquoi ce machin-là, j'arrive pas à m'en débarrasser? De toute façon, c'est pas transmissible d'une personne à une autre. On met la jambe dedans, j'ai toujours la petite pompe où il y a un petit tuyau, et puis on gonfle, ça vous serre le truc. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai vu de Oakland? C'est-à-dire que Juliette Donadieu, l'attachée culturelle à San Francisco, avait été super. Moi, j'avais dit honnêtement, écoute, parce qu'il me proposait une espèce de logement avec des résidences d'auteurs, donc il n'y avait pas d'argent lié à la résidence, mais il y avait la mise à disposition du studio, c'était formidable. Et puis moi, honnêtement, je lui ai dit, mais écoute, du coup, j'ai 2 béquilles et ça, tout ce que j'avais prévu d'arpenter sur Oakland, ça va, je ne vais pas pouvoir le faire de la même façon. Je ne pourrais même pas prendre leur RER là-bas, leur Crométro tout seul. Puis bon, si vous venez, il n'y a pas de problème, vous prenez quand même le studio. Et c'est un autre qui était l'attaché scientifique, qui s'appelait Philippe Pérez, qui, bon, plein de fois, on est partis en bagnole ensemble et on est quand même allé à Oakland. Mais c'était vachement différent. Ça veut dire, c'était poser le pied à un endroit, rester à cet endroit, avoir un nombre beaucoup plus limité, utiliser de façon différente les moments dans les Uber, puisque forcément, j'ai beaucoup utilisé Uber, les temps de bateau dans la baie, les petits ferries, et se dire, à 1 an de distance, quasiment, j'ai gommé de cette expérience San Francisco que j'étais en situation de non-mobilité partielle. Je pense à certains amis avec lesquels on se parle en Skype qui sont en fauteuil. Mais c'est juste en quoi ce truc a déplacé mon regard sans changer finalement l'intensité de l'expérience de ce qui s'est passé pendant 1 mois. Tout ça sur fond d'événements plus graves et plus importants dont je n'ai pas à parler ici, mais qui ont trouvé leur bonne conclusion il y a juste 1 mois. Voilà, c'était la fin de ces carnets privés. Bon, et ça botte. On pourrait finir là-dessus. Ça donnerait quoi? Une botte à tête. Pourquoi on n'inventerait pas, pour les pauvres têtes usées qu'on a, une botte à tête qui nous ferait la tête en bois? Ça irait, ça? Une conclusion du numéro de cette semaine.